en recueillant des preuves de première main des bombardements dans la région. Ce que leurs données montrent très clairement, c'est que les forces ukrainiennes bombardaient et tuaient leur propre peuple. Tout cela a été documenté et n'a pas été contesté. Donc la question que nous devons tous nous poser est la suivante. Le bombardement et le massacre de son peuple constituent-ils un acte de guerre? Même si Poutine, je le sais, était conscient que c'était un piège américain. Aurait-il dû fermer les yeux? En tout cas pour ma part, et vous pouvez contester peut-être mon raisonnement, mais pour moi ce n'est pas une agression russe, bien au contraire. C'est la réponse humanitaire appropriée au meurtre délibéré de civils. Alors pour la petite histoire, faut savoir que depuis 2014, Poutine laisse un petit peu pourrir la situation. Donc il n'avait pas du tout envie d'y aller. Mais lorsque vous voyez qu'il y a plus de 4000 obus d'artillerie qui ont été visés sur des villes, des quartiers où vivent des femmes et des enfants, est-ce que pour vous ce n'est pas une provocation? Qui défendra cette thèse? Eh bien, personne défendra cette thèse parce qu'elle est indéfendable. On peut se dire quand même que le meurtre de civils dans le Donbass était une provocation claire. C'est une provocation qui visait à pousser la Russie à la guerre. Et comme nous l'avons dit plus tôt, l'OSCE avait des observateurs sur le terrain qui ont fourni une documentation complète sur le bombardement tel qu'il s'est produit, ce qui est aussi proche que possible d'un témoignage oculaire à toute épreuve. Il s'agit bien entendu d'une rupture majeure avec le récit officiel que les médias nous fournissent, qui identifie la Russie comme l'auteur des hostilités. Mais comme je viens de vous le montrer, le récit officiel est faux. Malgré cela, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que la plupart des grands médias ont complètement omis de couvrir les activités d'enquête de l'OSCE dans l'est de l'Ukraine. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est simple, la guerre en Ukraine n'a pas été lancée par un dirigeant russe tyrannique, désireux de reconstruire l'empire soviétique, non. Ce récit est une fraude qui a été concoctée par les spécialistes de la communication des néoconservateurs qui tentent d'obtenir le soutien du public pour une guerre contre la Russie. L'appui du public est primordial, faut jamais l'oublier. Voilà pourquoi la propagande d'État, c'est-à-dire la propagande que vous voyez tous les jours sur BFM, TF1, etc., leur permet de légitimer cette guerre. Quoi qu'il en soit, l'armée ukrainienne a tué plus de 14 000 Russes ethniques depuis le coup d'État soutenu par les États-Unis il y a 8 ans. S'il existe une situation dans laquelle une opération militaire défensive peut être justifiée, c'était bien celle-là. D'ailleurs, voici un peu plus de contexte tiré d'un article de l'analyste politique étrangère Danial Kovalik. Il faut commencer cette discussion en acceptant le fait qu'il y avait déjà une guerre qui se déroulait en Ukraine pendant les 8 années précédant l'incursion militaire russe de février 2022. Et cette guerre menée par le gouvernement de Kiev a coûté la vie quand même à environ 14 000 personnes, dont de nombreux enfants, et on a déplacé environ 1,5 million d'autres. Le gouvernement de Kiev, et en particulier ses bataillons néo-nazis, ont mené des attaques contre ces peuples, précisément en raison de leur appartenance ethnique. Danial Kovalik souligne également: si la Charte des Nations Unies interdit les actes de guerre unilatéraux, elle prévoit également à l'article 51 que rien dans la présente charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective. Et ce droit de légitime défense a été interprété comme permettant au pays de répondre non seulement à des attaques armées réelles, mais aussi à la menace d'une attaque imminente. Et il conclut: à la lumière de ce qui précède, j'estime que la Russie avait le droit d'agir dans le cadre de sa propre autodéfense, en intervenant en Ukraine, qui était devenu un mandataire des États-Unis et de l'OTAN pour une attaque non seulement contre les ethnies russes en Ukraine, mais aussi contre la Russie elle-même. Et petite question, les médias occidentaux ont-ils mentionné le fait que Poutine a invoqué l'article 51 de l'ONU avant de lancer son opération spéciale militaire? Non, bien sûr que non, ils ne l'ont pas fait, car cela reviendrait à admettre que l'opération militaire de Poutine est conforme au droit international. Mais au lieu de ça, toute cette propagande, tous ces médias, toutes ces journalopes, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à diffuser de la fiction selon laquelle Hitler-Poutine essaie de reconstruire l'Empire soviétique. Une affirmation pour laquelle il n'existe pas la moindre preuve et où on peut quand même légèrement rigoler, quoi. Gardez quand même à l'esprit qu'il ne faut pas oublier que l'opération de Poutine n'implique pas le renversement d'un gouvernement étranger pour installer un larbin soutenu par Moscou, ni l'armement et l'entraînement d'une armée étrangère qui sera utilisée comme mandataire pour combattre un rival géopolitique, ni le bourrage d'un pays avec des armes de pointe pour atteindre ses propres objectifs stratégiques, ni la perpétration d'actes terroristes de sabotage industriel tels que Nord Stream 2 pour empêcher l'intégration économique de l'Asie et de l'Europe. Non, Poutine ne s'est livré à aucune de ces activités, ce qui n'est pas le cas de Washington. Car Washington n'est pas limité par le droit international. Aux yeux de Washington, le droit international n'est qu'un inconvénient, dont on se moque dédaigneusement chaque fois qu'une action unilatérale est nécessaire.
Mais Poutine est loin d'être aussi cavalier sur ces questions. En fait, il respecte depuis très longtemps les règles parce qu'il estime que celles-ci contribuent à renforcer la sécurité de tous. Et il a bien raison, c'est le cas. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a invoqué l'article 51 avant d'envoyer des troupes pour aider les habitants du Donbass. Il estimait avoir l'obligation morale de leur prêter assistance, mais il voulait que ces actions soient conformes au droit international. Je pense, moi, personnellement, qu'il a atteint les deux objectifs. Voici quelque chose d'autre que vous ne verrez jamais dans les médias occidentaux, vous ne verrez jamais le texte réel des exigences de Poutine en matière de sécurité, qui ont été formulées 2 mois avant que la guerre n'éclate. Et la raison pour laquelle vous ne les verrez pas, c'est que ces demandes étaient légitimes, responsables et nécessaires. Tout ce que Poutine voulait, c'était l'assurance que l'OTAN ne prévoyait pas d'installer ses bases, ses armées et ses sites de missiles à la frontière russe. En d'autres termes, il a fait ce que tous les dirigeants responsables font pour défendre la sécurité de leur peuple. Je vous mettrai l'article complet dans les liens. Il ne faut pas être un génie pour comprendre ce qui inquiétait Vladimir Poutine. Il s'inquiétait de l'expansion de l'OTAN et en particulier de l'émergence d'une alliance militaire hostile soutenue par des nazis formés par Washington et occupant en plus un territoire sur son flanc ouest. Était-ce déraisonnable de sa part ? Aurait-il dû accepter ces russophones soutenus par les États-Unis et leur permettre de placer leurs missiles à sa frontière ? Cela aurait-il été la chose la plus prudente à faire ? Alors que pouvons-nous déduire de la liste des exigences de Poutine que je vous mettrai bien entendu, c'est ce que je vous ai dit, dans les liens en dessous de la vidéo ? Que pouvons-nous déduire de sa liste ? Eh bien, premièrement, nous pouvons déduire qu'il n'essaie pas de reconstruire l'Empire soviétique comme insistent inlassablement les médias. La liste se concentre exclusivement sur des demandes liées à la sécurité et rien d'autre. Deuxièmement, cela prouve que la guerre aurait pu être facilement évitée si Zelensky avait simplement maintenu le statu quo et annoncé officiellement que l'Ukraine resterait neutre. En fait, Zelensky a accepté la neutralité lors de négociations avec Moscou en mars, mais Washington a empêché le président ukrainien d'aller jusqu'au bout de l'accord, ce qui signifie que l'administration Biden est largement responsable du conflit actuel. RT a publié il y a très peu de temps un article indiquant clairement qu'un accord avait été conclu entre la Russie et l'Ukraine en mars, mais que cet accord avait été intentionnellement sabordé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Washington, lui, voulait une guerre. Troisièmement, cela montre que Poutine est un dirigeant raisonnable dont les exigences auraient dû être acceptées avec empressement. Pour vous, est-ce qu'il aurait été déraisonnable pour Poutine de demander que les partis s'abstiennent de déployer leurs forces armées et leur alliance militaire dans les zones où ce déploiement pourrait être perçu par l'autre parti comme une menace pour sa sécurité nationale ? Était-il également déraisonnable pour lui de demander que les partis éliminent toute infrastructure existante pour le déploiement d'armes nucléaires en dehors de leurs territoires nationaux ? Pouvez-vous me dire où sont exactement les demandes déraisonnables que Poutine a prétendu formuler ? Il n'y en a pas. Poutine n'a fait aucune demande que les États-Unis n'auraient pu accepter. Quatrièmement et donc conclusion, cela prouve que la guerre n'est pas une lutte pour la libération de l'Ukraine ou de la démocratie, ça c'est de la foutaise. C'est une guerre qui vise à affaiblir la Russie et à terme à écarter Poutine du pouvoir. Cela signifie quoi ? Eh bien que les soldats ukrainiens ne meurent pas pour leur pays, mais pour le rêve élitiste d'étendre l'OTAN, d'écraser la Russie, d'encercler la Chine et d'étendre l'hégémonie des États-Unis pour encore un siècle. L'Ukraine n'est en fait que le champ de bataille sur lequel se déroule la lutte des grandes puissances. Donc si j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a plusieurs questions auxquelles nous pouvons là aujourd'hui répondre. Déjà la première, c'est qui a commencé la guerre ? Eh bien on le sait maintenant, c'est l'Ukraine qui a commencé la guerre. Deuxième question, l'invasion russe était-elle une violation du droit international ? Eh bien la réponse est non. L'invasion russe devait être approuvée en vertu de l'article 51 des Nations Unies. Troisième question, la guerre aurait-elle pu être évitée si l'Ukraine avait déclaré sa neutralité et avait répondu aux demandes raisonnables de Poutine ? La réponse est oui, la guerre aurait pu être évitée. Le dernier aspect concerne le traité de Minsk et la manière dont la malhonnêteté des dirigeants occidentaux va affecter le règlement final en Ukraine. Je suis convaincu que ni Washington ni les alliés de l'OTAN n'ont la moindre idée de la gravité des relations internationales qui ont été décimées par la trahison de Minsk. Dans un monde où les accords juridiquement contraignants peuvent être facilement écartés au nom de l'opportunisme politique, la seule façon de régler les différends est la force brute. Quelqu'un en Allemagne ou en France ou à Washington a-t-il pensé à cela avant d'agir ?
Car il ne faut pas mésestimer l'accord de Minsk, qui était de mettre fin au combat entre l'armée ukrainienne et les Russes ethniques dans la région du Donbass en Ukraine. Il incombait aux 4 participants au traité, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, la Russie et l'Ukraine, de veiller à ce que les 2 parties respectent les termes de l'accord. Mais en décembre, coup de théâtre, l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré dans une interview accordée à un magazine allemand qu'il n'a jamais été question d'appliquer l'accord, mais plutôt d'utiliser ce temps pour rendre l'Ukraine plus forte, afin de se préparer à une guerre contre la Russie. Donc clairement, dès le début, les États-Unis avaient l'intention de provoquer une guerre contre la Russie. Le 5 septembre 2014, l'Allemagne, la France, l'Ukraine et la Russie ont tous signé Minsk. Mais le traité a échoué et les combats ont repris. Le 12 février 2015, Minsk II a été signé, mais il a également échoué. On ne saurait trop insister sur l'importance de la trahison de Minsk ou sur l'impact qu'elle aura sur le règlement final en Ukraine. Lorsque la confiance est perdue, les nations ne peuvent assurer leur sécurité que par la force brute. Cela signifie que la Russie doit étendre son périmètre aussi loin que nécessaire pour s'assurer qu'elle restera hors de portée du tir ennemi. Poutine, Lavrov et Medvedev ont déjà indiqué qu'ils avaient l'intention de faire exactement cela. Par exemple, le nouveau périmètre doit être fortifié en permanence par des troupes de combat et des armes létales maintenues en l'état d'alerte maximale. Alors, lorsque les traités deviennent des véhicules pour l'opportunisme politique, les nations doivent accepter un état de guerre permanent. C'est le monde dans lequel Merkel, Hollande, Poroshenko et les États-Unis ont créé en choisissant d'utiliser la pierre angulaire des relations internationales avec les traités, pour promouvoir quoi? Leurs propres objectifs bellicistes. Je me demande juste si quelqu'un à Washington se rend compte de ce qu'ils ont fait. Bon, et pour les sceptiques qui croient encore les journalistes, qui expliquent à Piotr Tolstoï qu'en 2014, c'est l'ingérence russe qui a permis l'éviction de Viktor Yanukovych, dont celui-ci en plus venait de signer un accord commercial avec la Russie et le Kazakhstan. Alors j'imagine quand même que cela a dû être dur à avaler pour Piotr. Il n'a pas vraiment pu répondre comme à chaque fois de toute manière, surtout lorsque vous avez une bande de hyènes sauvages en train de le chahuter dans tous les sens. Rien que pour cela, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, et Alexander Makogonov, parce qu'il ne faut pas non plus l'oublier, le porte-parole de l'ambassade de Russie, ont toute mon admiration. Je le répète, ils ont toute mon admiration face à cette clique de parasites qui n'ont qu'un seul but, porter la parole de leur maître, c'est-à-dire Wall Street et la City de Londres. Sachez que ces journalistes collabos savent parfaitement qui est derrière la révolution maïdène de 2014, et donc de l'éviction de Viktor Yanukovych. Oui, et j'en veux pour preuve, le Nouvel Obs, ainsi que Olivier Berruyer sur son site lescris.fr, en ont fait leur gros titre. Je vous cite. Le coup d'État ukrainien a bien été piloté par les États-Unis. La preuve. L'arroseur a arrosé quand Washington s'en mêle. Il y a même Le Point qui confirme que la CIA et le FBI sont en Ukraine et ils sont présents sur le sol ukrainien depuis bien avant 2014. Pourquoi tous ces titres? Eh bien tout simplement parce que certains souhaitent oublier la conversation très dérangeante diffusée le jeudi 6 février 2014 sur YouTube. Aujourd'hui, elle est inaccessible puisqu'ils ont striké évidemment absolument toutes les vidéos, mais rien ne se perd sur Internet malgré le ménage quotidien de Google. Je vais essayer de vous expliquer cela le plus clairement possible. Fin janvier 2014, il y a eu une conversation enregistrée entre Victoria Nuland, la plus haute diplomate du département d'État de l'Europe et de l'Eurasie, avec Geoffrey Piat, ambassadeur américain en Ukraine. Qui montre quoi? Eh bien la stratégie américaine souhaitant se servir du mouvement de révolte populaire pour renverser le pouvoir ukrainien. Bien entendu, cette conversation privée ne devait pas se retrouver sur Internet. Mais voilà, il y a parfois un coup du destin qui montre que la lumière n'est jamais très loin des ténèbres. Voici la vidéo en question. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, especially the announcement of him as deputy prime minister. And you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now, so we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yachts. And I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea.
Yeah, I mean, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay, good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting, and that Yats was going to offer in that context a three-way, you know, the 3+1 conversation or 3+2 with you. Is that not how you understood it? No, I mean, that's what he proposed, but I think just knowing the dynamic that's been with them where Klitschko has been the top dog, he's going to take a while to show up for whatever meeting they've got. He's probably talking to his guys at this point, so I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it before they all sit down and he explains why he doesn't like it. Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after? Okay, will do. Thanks. Okay, I've now written, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together, because you can be pretty sure that if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a Party of Regions faction meeting going on right now, and I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But anyway, we could land jelly side up on this one if we move fast. So let me work on Klitschko, and if you can just keep, I think we want to try to get somebody with an international personality to come out here and help to midwife this thing. And then the other issue is some kind of outreach to Yanukovych, but we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place. So on that piece, Jeff, when I wrote the note, Sullivan's come back to me, VFR, saying you need Biden, and I said probably tomorrow for an attaboy and to get the deets to stick. So okay. Biden's willing. Okay, great. All right. Thanks. Maintenant, qui osera dire après ça que les États-Unis d'Obama n'ont pas récupéré ce qui était au départ un mouvement de révolte populaire pour piloter directement le coup d'État ukrainien? Qui osera dire le contraire? Seuls des journalistes de mauvaise foi et totalement corrompus peuvent encore ignorer ces preuves. De plus, on notera qu'en s'excusant officiellement, lors de la sortie de cet audio, Victoria Nuland a de fait authentifié la réalité de cette conversation. En fait, nous allons voir un dernier élément crucial, et pas des moindres. Cette guerre, comme je le souligne, est la meilleure façon d'affaiblir la Russie. Et quoi qu'il arrive, cette chute entraînera l'Europe dans un chaos économique. N'oublions pas que c'est grâce à la Russie que l'Europe est aussi prospère aujourd'hui. Et les États-Unis l'ont bien compris. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à flinguer Nord Stream 1, Nord Stream 2, le but étant de rompre définitivement avec les ressources énergétiques russes. Il faut savoir que ces ressources sont vendues à un prix tout à fait raisonnable. Rien à voir avec le gaz de schiste américain qui lui coûte 4 fois plus cher, avec en prime un drame écologique épouvantable, surtout lors de l'extraction de cette ressource. Petit aparté, selon Edward Snowden, si le Canada et les États-Unis ont focalisé les médias sur la destruction d'objets volants non identifiés, vous savez les ovnis là, c'est surtout pour éviter d'ébruiter l'article de Seymour Hersh. Alors qui est-il? Eh bien c'est un journaliste américain, lauréat du prix Pulitzer, qui a écrit un article sur l'implication de l'OTAN dans l'explosion des Nord Stream.
Edward Snowden explique dans son tweet que c'est une vieille panique artificielle attrayante garantissant que les journalistes de la NatSec, Sécurité nationale, sont affectés à enquêter sur des conneries plutôt que sur des budgets ou des attentats à la bombe de type Nord Stream. Ne vous faites aucune illusion, toute la propagande n'a qu'un seul but, noyer le poisson et éloigner les vrais responsables de la prison. Les journalistes, complices du pouvoir, obéissent au doigt et à l'œil à l'oligarchie. Donc lorsque vous voyez un sujet qui d'ordinaire n'est pas traité dans les médias, c'est qu'ils ont une très bonne raison. Et la plupart du temps, c'est pour vous aveugler et vous montrer un arbre qui cache la forêt. Et donc pour revenir maintenant au dernier élément crucial qui permet de comprendre les intérêts des États-Unis et plus exactement celle des banques dans cette guerre en Ukraine, il faut revenir aux accords de libre-échange dont Viktor Yanukovych n'a pas voulu signer, ce qui lui a valu une destitution pourtant en infraction à la constitution ukrainienne. On m'a forcé à quitter l'Ukraine en menaçant directement ma vie et celle de mes proches. C'est le résultat d'une politique étrangère irresponsable de l'Occident qui a pris parti pour Maïdan. Mais l'Ukraine est un pays fort et nous traverserons cette épreuve. Pour corroborer mes dires, je vous propose un magnifique documentaire intitulé « Ukraine, éviter la guerre mondiale » de SP Solidarité Progrès, mis en ligne il y a 8 ans. C'est vous dire que tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine ne date pas d'hier et que les vrais ennemis de la démocratie sont nos sociétés occidentales et plus particulièrement la haute finance anglo-américaine, anglo-saxonne. On se retrouve juste après. Ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas le sort de l'Ukraine, mais celui du monde. Ce pays n'est que le champ de bataille d'une guerre menée par l'empire financier de la City de Londres et de Wall Street, décidé à maintenir son hégémonie planétaire à n'importe quel prix, y compris d'un affrontement militaire si la Russie et la Chine ne se soumettent pas. La mondialisation financière, dirigée par la City de Londres, sa filiale de Wall Street et son réseau de paradis fiscaux, est arrivée à bout. Depuis l'éclatement de la bulle en 2008, les États et les banques centrales payent le prix fort pour maintenir artificiellement en vie le système. Au point qu'à la prochaine crise financière, ils n'auront plus les moyens de renflouer les banques. Leur plan B est connu depuis 2013. C'est le bail-in en anglais, ou résolution bancaire dans les termes de la législation française et européenne. Ce mécanisme consiste à renflouer les banques avec l'argent qui se trouve dans les banques, comme à Chypre en février 2013, avec le pillage pur et simple des dépôts bancaires. C'est une stratégie de désintégration contrôlée du système pour en réduire la taille, quitte à laisser mourir une bonne partie de la population. Des nations souveraines comme la Russie et la Chine, qui entendent se développer en toute indépendance, représentent donc une entrave à leur volonté de pillage absolu. C'est cela, le vrai moteur de la crise ukrainienne. Tout a démarré le 21 novembre 2013, lorsque le gouvernement légitime d'Ukraine suspend les négociations en vue d'un accord d'association qui le lierait économiquement et politiquement avec l'Union européenne. Car cet accord prévoyait notamment une clause de libre-échange approfondie et globale qui aurait mis fin à toute protection douanière pour l'agriculture et l'industrie ukrainienne. Le pays a donc préféré se tourner vers l'Est en vue d'intégrer l'union douanière Russie, Biélorussie, Kazakhstan, basée sur le développement régional plutôt que sur le pillage des marchés. De surcroît, l'accord prévoyait d'intégrer l'Ukraine dans la politique de sécurité commune de l'Union européenne, c'est-à-dire l'OTAN. Ce qui s'est passé ensuite relève de l'application minutieuse du manuel de changement de régime de l'oligarchie financière. Les 21 et 22 novembre, de petits rassemblements pacifistes se tiennent sur la place Maïdan, réunissant quelques centaines de pro-européens. Ce qui peut paraître ironique lorsqu'au même moment en Grèce, en Espagne et au Portugal, les peuples se soulèvent contre la Troïka et son austérité criminelle. Du coup, personne ne prend au sérieux ces manifestants. Mais à partir du 24 novembre, les partis qui promouvaient l'accord de libre-échange au Parlement prennent le relais. Il s'agit des partis libéraux-conservateurs Batkivshina de Arseniy Yatsenyuk et Oudar de Vitali Klitschko, ainsi que du parti néo-nazi Svoboda
de Oleg Tchernibok. Dès lors, les incidents commencent et permettront au mouvement de prendre son ampleur. Les provocateurs issus des mouvements néo-nazis Svoboda et Secteur droit ont recours à la violence organisée et armée contre la police, les institutions et les autres partis politiques. Minoritaires, mais entraînés quasi militairement, ils prennent rapidement le contrôle de Maïdan et rendent l'escalade inévitable. Ces milices néo-nazis ne sont dénoncées ni par l'Europe ni par les États-Unis. Pire, la baronne Catherine Ashton, haute responsable des affaires extérieures européennes, s'exhibe en compagnie du député du parti néo-nazi Svoboda, Oleg Tchernibok. Tout comme son homologue Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État américaine pour l'Europe de l'Est, promue par Obama après avoir fait ses classes dans l'administration Bush. La conversation téléphonique fuitée dans la presse entre Nuland et l'ambassadeur américain sur place révélera à quel point les trois chefs de l'opposition ne sont que des pions sur l'échiquier anglo-américain. Good. So I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. In terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. We want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tchernibok and his guys. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tchernibok on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Pendant ce temps, la situation dégénère sur la place Maïdan, avec l'intervention d'une troisième force, des snipers qui tirent à la fois sur la police et sur les manifestants. Ils feront 100 morts. Le 21 février, Yanukovych est contraint par la diplomatie européenne à signer un accord avec les 3 dirigeants de l'opposition, engageant au retour à la Constitution de 2004, à l'organisation d'élections anticipées et au désarmement des militants extrémistes. Mais l'accord vole en éclats sous la pression des chefs de milices néo-nazis, Dimitri Yarosh et Andrei Paroubi, qui exigent l'éviction de Yanukovych. Les milices vont encercler le Parlement et menacer les députés. À l'intérieur, les leaders de l'opposition vont organiser la destitution de Yanukovych, en violation totale de l'accord soutenu par les Européens et sans respecter la procédure constitutionnelle. Le nouveau gouvernement issu de Maïdan est composé d'ultralibéraux, dont le Premier ministre Yatsenyuk, qui engage sur le champ la thérapie de choc demandée par le FMI. Il s'empresse également de signer l'accord de libre-échange et d'intégration avec l'Union européenne et entame les négociations avec l'OTAN. En reconnaissant ce gouvernement, les diplomaties européennes et américaines ont du même coup cautionné la montée au pouvoir des néo-nazis. Ils ont en effet obtenu le poste de vice-premier ministre ainsi que 4 ministères, dont celui de l'éducation. Quant aux chefs des milices néo-nazis Yarosh et Paroubi, ils prennent la tête du Conseil national de défense et de sécurité. Leur première mesure sera de décréter l'abolition de la langue russe comme 2e langue officielle et d'interdire de diffusion les chaînes de télévision russes. Peut-on dès lors faire mine de s'étonner des conséquences ? Le climat de séparatisme et de chaos a été fabriqué et les Ukrainiens russophones ne peuvent que voir en ce nouveau gouvernement un danger immédiat pour leur vie. En violant sciemment le droit international, les Occidentaux ont ouvert la boîte de Pandore. Mettons-nous un instant à la place de la Russie. Peut-elle se permettre l'inaction face à ce rouleau compresseur ? La stratégie appliquée par l'oligarchie financière, dont l'OTAN et les États-Unis d'Obama sont le bras armé, est d'encercler les puissances montantes que sont la Russie et la Chine pour les contraindre à accepter leur tutelle. À l'ouest, le déploiement du bouclier antimissile menace l'indépendance russe puisqu'il neutraliserait une partie de son arsenal stratégique. À l'est, la politique de pivot asiatique d'Obama se traduit par le redéploiement de troupes, de porte-avions et de sous-marins nucléaires pour établir une capacité de première frappe contre la Chine. Cette politique mène le monde au seuil d'un affrontement nucléaire. En Ukraine comme en Syrie, en Iran ou autour des îles sino-japonaises, on joue avec le feu.
En réalité, cette doctrine d'encerclement n'est pas une doctrine américaine. Elle est la continuation de la politique de l'Empire britannique, telle qu'elle fut théorisée au début du XXe siècle par le géographe de l'Empire Alfred Mackinder. Proposée en 1905, cette doctrine Mackinder professe que le contrôle du Heartland continental, en empêchant son développement, assurera une suprématie maritime et commerciale à l'Empire britannique. La City sponsorise sa thèse. Cependant, aux États-Unis, sa renommée n'est pas folichonne. La politique de développement transcontinental de Lincoln est encore présente dans les esprits. Mackinder est considéré comme un nostalgique de l'idée impériale et un serviteur de la thalassocratie anglaise. Ce n'est qu'après la mort de Franklin Roosevelt que cette géopolitique britannique est réhabilitée par l'administration Truman pour justifier la politique d'endiguement de l'URSS. Les idéologues Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski l'érigeront en doctrine officielle des États-Unis. Ils enterrent ainsi la tradition de coopération initiée par des présidents américains comme John Quincy Adams, Abraham Lincoln ou Franklin Roosevelt. Aujourd'hui, Barack Obama, comme Bush avant lui, ne fait que soumettre son pays à cette politique impériale de pillage financier. Okay, Jacques and Paris, I think we all agree this is a crisis. Who started it? Who's responsible? Well, what I have to say that it's not really about Crimea or Ukraine. It's about a world monetary system, a financial world monetary system, which is in a state of absolute collapse. And then you had on the Russian side people like Sergei Glaziev or Dmitry Rogozin, who both called for the de-offshorization, which means a return to Russia of investments in the tax havens. And it's precisely those two persons, Rogozin and Glaziev, that have been sanctioned by the American authorities. This confrontation, I think the only solution is to bring forth a development system involving both Western Europe and Eastern Europe in a community of development, which we call that Helga Zepp-LaRouche, my German ally and friend, called a Eurasian Land Bridge. Imaginons que la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Europe travaillent ensemble à leur propre développement. Ce serait intolérable pour l'oligarchie de la City et Wall Street. Elle perdrait de fait sa place de force économique dominante dans un monde désormais tourné vers son avenir commun. And we have to go back to the idea of physical economy, which is associated with the Industrial Revolution of America, which was the result of the policies of Lincoln, who also created a land bridge throughout America. Depuis la chute de l'URSS, c'est ce que nous avons clairement mis sur la table comme alternative à la mondialisation financière. Le développement de l'Eurasie, et dans le même élan des Amériques et de l'Afrique, est le défi que l'humanité doit relever. L'établissement de réseaux ferroviaires traversant les continents permettront le désenclavement des zones les plus pauvres. La réorientation de l'effort économique vers l'aménagement des territoires et la production scientifique, technologique et industrielle provoquera une hausse massive des niveaux de vie. C'est ainsi que les peuples pourront conquérir leur liberté politique et enfin disposer d'eux-mêmes. Dans leurs intérêts respectifs, la Russie et la Chine prennent le chemin de cette politique. Elles proposent toutes deux des coopérations pour bâtir une nouvelle route de la soie. L'ancienne route de la soie a pris naissance il y a plus de 2000 ans pour permettre les échanges commerciaux et culturels croissants entre l'Europe et l'Asie, avant d'être supplantée par les voies maritimes au XVe siècle. La ligne de chemin de fer transsibérienne a vu le jour avant la Première Guerre mondiale pour répondre aux besoins d'unité territoriale de la nation russe, puis a donné naissance à plusieurs extensions après la Deuxième Guerre mondiale. L'axe logistique transeurasien a ouvert en 2008 et relie l'Allemagne à la Chine via la Russie
en moins de 15 jours, soit 10 jours de moins qu'en bateau. Les projets de réseau transcontinental et de nouveaux ponts terrestres eurasiatiques sont à l'ordre du jour en Russie et en Chine. Mais pour bâtir réellement la paix par le développement, les beaux discours et les business plans ne suffiront pas. On doit se débarrasser pour de bon de la finance criminelle. La France, l'Allemagne et les États-Unis doivent reprendre leur indépendance et rompre avec la City de Londres. Et dans le même temps, saisir l'occasion historique de ces grands projets promus par la Russie et la Chine afin de stabiliser le continent. Face au conditionnement de l'opinion publique pour une guerre contre les puissances d'Eurasie, voilà le rôle que doit jouer un dirigeant qui porte vraiment l'intérêt de son peuple. Battons-nous pour cette paix-là, maintenant, car l'occasion pourrait ne pas se représenter. Conclusion. Voici ce que vous font oublier intentionnellement les journalistes occidentaux. Premièrement, au départ, c'est l'Ukraine qui a commencé cette guerre en bombardant le Donbass et en assassinant des civils russophones. Deuxièmement, et pas des moindres, qu'à travers l'article 51 des Nations Unies, Poutine a déclaré son intention de porter secours aux civils dans la région du Donbass. Et cette clause, je le rappelle, est reconnue par le droit international. Elle lui permet de franchir la frontière ukrainienne. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Donc ce n'est pas une violation ou une agression, mais c'est plutôt une assistance à personne en danger. Après, il est vrai qu'avec l'ingérence américaine, tout a pris des proportions démesurées, car le but était la guerre tout simplement. Troisièmement, la guerre aurait pu être évitée si Zelensky n'était pas à la botte des Américains et des Anglais. Elle aurait pu être évitée si les accords de Minsk avaient été respectés. Elle aurait pu être évitée si l'ingérence américaine n'avait pas tout fait pour piloter directement le coup d'État ukrainien afin de placer leurs pions. La guerre aurait pu également être évitée si l'Ukraine avait déclaré sa neutralité et avait répondu aux demandes raisonnables de Poutine. Mais voilà, elle n'aurait pas pu être évitée si l'enjeu de la haute finance anglo-américaine était d'imposer les accords de libre-échange à l'Ukraine. Et pour cela, il fallait mettre en place des pions américains à la tête de l'État ukrainien. En voyant tout cela, vous comprenez bien entendu que tout a été fait pour ne pas éviter cette guerre, mais bien au contraire pour la provoquer, car elle permet aux banques de s'enrichir toujours plus, tout en couvrant leurs actes de vampirisme et tout en freinant l'économie européenne. De plus, cela permet d'affaiblir la Russie, voire de lui infliger une implosion afin de la fracturer, comme l'explique François Asselineau dans sa vidéo « Le plan américain pour démanteler la Russie ». Bon, eh bien, si avec tous ces éléments de preuve et de faits, vous avez encore des doutes, c'est probablement que vous êtes sous l'influence de la propagande médiatique occidentale. Et là, je ne peux plus rien faire pour vous, hein. Sauf peut-être un conseil. Balance ta télé à la poubelle ou offre-la à ton ennemi. Ah oui, et j'allais oublier une chose importante. Tout ce que j'ai prédit par rapport au traitement médiatique d'Erdogan est en train de se réaliser. Je vous conseille fortement de visionner, si ce n'est toujours pas fait, la vidéo intitulée « Du tremblement de terre à l'éviction d'Erdogan ». Vous comprendrez que tous les événements sont liés à la Russie et qu'il n'y a donc pas de hasard. Si Erdogan perd les élections présidentielles, qui sont bientôt là, dans 3 mois, je ne donne pas cher de notre peau, car le plan des mondialistes pourra se mettre en place sans que plus personne ne puisse arrêter ce qu'il s'en vient. Sur ce, et ce sera le mot de la fin, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse.